Ici, à Kiev, ces derniers jours, Maïdan, la place de l'indépendance, est devenue une zone de guerre à grande échelle. Nouveaux affrontements à Kiev, dans la capitale ukrainienne. Il ne fait absolument aucun doute que des tireurs d'élite travaillent ici. J'ai compté 10 corps. Même aujourd'hui, nous ne savons pas qui a tiré sur ces gens. C'est ça le problème. Maintenant, au bord de la guerre civile, au moins 70 morts à ce jour, et le nombre de morts augmente. Ces techniques, je le répète, aucun pays n'en est à l'abri. Ce que nous avons vu aujourd'hui était une révolution. Vive l'Ukraine! Vous voulez savoir ce qui se passe en Ukraine? Nous avons dépensé plus de 5 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Dans la grande politique, peu importe ce dont ils parlent d'argent. L'OTAN s'est élargie de 13 pays, jusqu'aux frontières de la Russie. 13 pays. Il faut éviter que cette crise ne se transforme en une guerre chaude entre l'Ukraine et la Russie. C'est un sujet dangereux. Nous parlons de la guerre. Personne ne devrait se sentir en sécurité aujourd'hui. L'Ukraine. C'est un pays ancien et fier, dont l'histoire est riche de beauté, d'héroïsme et de sacrifice. L'Ukraine est une terre frontalière, un endroit où l'Est rencontre l'Ouest. Ça, c'est le drapeau de l'Ukraine. Le bleu représente le ciel, l'or, les champs de blé infinis. L'Ukraine est un prix que beaucoup ont convoité, et beaucoup de sang a été versé pour l'obtenir. L'Ukraine a été la voie pour les pays occidentaux lorsqu'ils ont tenté de conquérir l'Est. Pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, à chaque fois, le peuple ukrainien a payé le prix fort pour ces grands jeux de pouvoir. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime sûrement, disait Mark Twain. En regardant de près l'histoire de l'Ukraine, on remarquera qu'il y a beaucoup de rimes. Étant entourés de puissances plus fortes, les Ukrainiens ont dû faire preuve de beaucoup de ruses pour survivre. L'art qu'ils ont vraiment maîtrisé dans le temps était l'art de changer de camp. Au milieu du XVIIe siècle, le dirigeant ukrainien Bogdan Khmelnytsky rompt la paix conclue avec la Pologne et se range du côté de la Russie, plus puissante. Un peu plus de 50 ans plus tard, alors que la guerre russo-suédoise faisait rage, un autre dirigeant ukrainien, Ivan Mazepa, romput l'union avec la Russie et changea de camp, unissant leurs forces avec les envahisseurs suédois. L'histoire ukrainienne a souvent été écrite par des tchers cherchant à conserver les acquis de la Révolution. La Russie a accepté la paix humiliante du traité de Brest-Litovsk de 1918.
qui a transformé l'Ukraine en protectorat allemand. Un autre document historique qui a changé le destin de l'Ukraine est le pacte de Molotov-Ribbentrop de 1939, l'un de ces nombreux accords de ce type signés entre les pays européens et l'Allemagne montante qui tentait de protéger son pays de la menace nazie. Joseph Staline négocia un traité de non-agression avec Adolf Hitler. En se promettant mutuellement la paix, les ministres des Affaires étrangères soviétiques et allemands, Molotov et Ribbentrop, ont divisé la carte de l'Europe de l'Est en la divisant en sphères d'influence allemande et soviétique. Dès la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, la Pologne est divisée. En septembre 1939, l'Est de la Pologne est devenu l'Ouest de l'Ukraine et une partie de la famille des républiques soviétiques et de l'URSS. Mais même cette audacieuse division des terres n'a fait que retarder la guerre. L'Allemagne a rompu sa promesse envers l'URSS. Le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit l'URSS et lance l'opération Barbarossa, la plus grande opération militaire de l'histoire mondiale. Barbarossa visait Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev et l'Ukraine, trois destinations d'importance majeure. L'Ukraine, avec ses riches terres et ressources, était une ressource industrielle et économique importante pour l'URSS. La couper de l'Union soviétique aurait été un grand succès. Pour la plupart des habitants de l'Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale consistait à combattre les envahisseurs de leur pays. Mais ce n'était pas si simple pour l'Ukraine. La vérité est que l'Ukraine n'a jamais été un seul pays. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, une grande partie de l'ouest de l'Ukraine accueille les soldats allemands en tant que libérateurs des forces du régime soviétique et collabore ouvertement avec les Allemands. La véritable ampleur de cette collaboration n'a été dénoncée qu'après de nombreuses décennies après la guerre. Mais nous savons maintenant que des divisions entières et des bataillons ont été formés, tels que les SS Galiciens, Nachingal et Roland. Au début de la guerre, plus de 80 000 personnes de la région de Galicie se sont portées volontaires pour les SS Galiciens, connus par la suite pour leur extrême cruauté envers les Polonais, les Juifs et les Russes sur le territoire ukrainien. Les membres de ces groupes militaires provenaient principalement d'organisations de nationalistes ukrainiens, l'OUN, fondée en 1929. Cette organisation avait pour objectif ultime une Ukraine ethniquement pure et considérait la terreur comme une mesure acceptable pour parvenir à ses fins. Son drapeau officiel était noir et rouge, terre et sang. Il restera dans l'histoire de l'Ukraine longtemps après que l'OUN aura cessé d'exister. Au début de 1940, l'organisation des nationalistes ukrainiens a son propre chef, Stefan Bandera, fortement antisémite et anticommuniste. Il a proclamé une Ukraine libre en 1941. Ses alliés allemands ont trouvé un tel acte inacceptable et ils l'ont mis en prison pendant presque toute la Deuxième Guerre mondiale. Ne participant pas lui-même en personne, Bandera a toujours réussi à diffuser son idéologie avec succès. De nombreux historiens indépendants affirment que la milice de l'OUN a exterminé entre 150 et 200 000 juifs sur le territoire ukrainien occupé par les Allemands à la fin de 1941. Le massacre le plus tristement célèbre et le plus atroce a eu lieu le 29 septembre 1941 à Babi Yar, à Kiev. Tout juif de la ville de Kiev et de ses environs doivent se présenter le lundi 29 septembre à 8 h du matin, avec des documents, de l'argent et des objets de valeur, ainsi que des vêtements, du linge, etc. Les Juifs qui ne suivront pas ces ordres et qui sont trouvés ailleurs seront fusillés. 33 771 Juifs ont été tués par les nazis et la milice ukrainienne.
Un autre massacre atroce a été perpétré par l'armée des rebelles ukrainiens et l'Un. C'est arrivé sur le territoire de la Volhynie polonaise occupée par les Allemands et la Galicie orientale entre 1943 et 1944. Ce génocide des Polonais a été mené par Mykola Lebed. 35 à 60 000 personnes en Volhynie et 25 à 40 000 personnes en Galicie orientale ont été victimes de cette opération massive de nettoyage ethnique. Sentant les pertes inévitables des troupes allemandes, l'organisation nationaliste ukrainienne trahit son ancien allié et commence à combattre les forces allemandes et les forces soviétiques. En janvier 1943, l'armée de l'URSS commence à repousser les troupes allemandes, libérant les territoires ukrainiens les uns après les autres. L'ouest de l'Ukraine a été la région la plus longtemps détenue par les Allemands et a finalement été libérée en octobre 1944. Les gangs de Bandera ont poursuivi leur guérilla contre les soviets, menant des attaques sanglantes contre des villes et des villages ukrainiens, laissant le chaos et des victimes parmi les civils. Cette guerre a duré jusqu'au milieu des années 1950, quand les derniers collaborateurs ont été éliminés ou ont fui le pays. Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. L'Ukraine reste une partie de l'URSS. La paix après la Seconde Guerre mondiale a été de courte durée. Les USA et l'URSS, nations qui s'étaient alliées avec l'Angleterre contre les nazis, sont tragiquement devenus ennemis au début de la guerre froide. L'ère des tensions politiques et militaires entre les USA et l'URSS a duré près de 45 ans. Maintenant, l'humanité est sous la menace constante d'une guerre nucléaire. Dans cette bataille, les États-Unis n'ont jamais perdu de vue l'importance de l'Ukraine. Les services de renseignement américains coopéraient étroitement avec des organisations nationalistes ukrainiennes comme source précieuse de contre-espionnage contre l'URSS. Des documents de la CIA récemment déclassifiés montrent des liens étroits entre les renseignements américains et les nationalistes ukrainiens depuis 1946. D'après les rapports de la CIA, il est évident qu'ils ne se sont pas trompés sur les nationalistes ukrainiens et Stefan Bandera. Selon le rapport de l'OSS de septembre 1945, Bandera avait acquis une réputation féroce pour avoir fait régner la terreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, Bandera et d'autres dirigeants nationalistes se sont enfuis en Europe où la CIA les a couverts. La CIA a ensuite informé les services d'immigration et de naturalisation qu'elles avaient caché Stefan Bandera et d'autres Ukrainiens aux soviets. Les opérations impliquant des Ukrainiens a continué pendant de nombreuses années. Les procès de Nuremberg de 1945 et 1946 ont traduit en justice les dirigeants politiques, économiques et militaires de l'Allemagne fasciste, montrant au monde entier le visage du nazisme et les crimes qu'ils ont commis. Mais les nazis ukrainiens ont été épargnés de ce sort, et certains ont même été amnistiés par la CIA. En 1951, l'agence a excusé les activités illégales de la branche sécurité de l'OUN au nom de la nécessité de la guerre froide. En 1949, Mykola Lebed, l'homme responsable des massacres de masse en Volhynie, a été transféré aux États-Unis où il est décédé en 1989, sans jamais faire l'objet d'une enquête pour ses crimes. En protégeant le nationaliste ukrainien Mykola Lebed, la CIA fait arrêter les enquêtes criminelles du service d'immigration et de naturalisation en 1952. Peut-être que Bandera a perdu son utilité pour les États-Unis, ou peut-être que l'agence du KGB a surpassé la CIA. En 1959, Stefan Bandera est tué à Munich, où il se cachait sous le nom de Stefan Poppel. Il est juste de dire que Bandera est devenu par pure coïncidence le principal symbole du nationalisme ukrainien parce qu'il n'était ni son seul ni son plus puissant leader. Dmytro Dontsov était le père de l'extrême droite, de la doctrine totalitaire en Ukraine.
Andrei Melik était le chef d'une autre fraction de l'OUN. Roman Shukevich était le chef de l'armée des rebelles ukrainiens. Et plein d'autres contribuèrent à ce mouvement. La dangereuse idéologie de Bandera, réprimée par le gouvernement soviétique, mais soutenue par des forces extérieures, n'a jamais été complètement éliminée. Les graines du nationalisme ukrainien ont été transmises de génération en génération. Et malheureusement, il ne s'est pas écoulé beaucoup d'années avant qu'elles ne repoussent à nouveau. En 1954, le territoire de l'Ukraine s'est à nouveau étendu. Lorsque Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS et ukrainien lui-même, donne généreusement la région de Crimée à l'Ukraine. Les historiens débattront pendant de nombreuses années de la légalité de cette décision et 60 ans plus tard, une autre série d'événements dramatiques se déroule en Crimée. Les yeux du monde sont tournés vers l'Ukraine. Alors que la crise en Crimée se poursuit, plusieurs dizaines de personnes bien armées capturent le gouvernement en Crimée. L'Ukraine devrait-elle simplement hausser les épaules et dire « Ok, la Crimée est perdue ». Le vieil argument se répéterait-il une fois de plus? La guerre froide a connu des hauts et des bas. Tandis que les deux rivaux étaient obsédés par le développement de leurs capacités militaires, le tournant s'est produit avec la perestroïka, lorsque l'URSS a eu son nouveau leader, Mikhail Gorbatchev, au milieu des années 1980. Perestroïka signifie restructuration vers démocratisation et modernisation. Elle a certainement eu un impact positif sur la conjoncture internationale. Nouvelle étonnante de Berlin, où les autorités allemandes ont annoncé que le mur de Berlin ne signifie plus rien. Mais à l'intérieur de l'URSS, l'affaiblissement du contrôle du Kremlin a eu des conséquences différentes. L'organisation politique nationaliste ukrainienne, appelée Narodny Ruch, ou le Mouvement national, est créée en 1989. Je nous félicite tous pour cet événement remarquable de la création de notre mouvement. Ils ont plaidé pour l'indépendance de l'Ukraine de l'URSS, et cela est devenu le point de départ pour de nombreux nationalistes ukrainiens et dirigeants néo-nazis. En 1991, l'un d'eux, Oleg Tchernybok, fonde Svoboda, ou Parti nationaliste radical liberté, qui suit ouvertement le bon vieux principe de Bandera. Ils ont été préparés et se sont battus contre les Russes, combattus contre les Allemands, combattus contre les Juifs et toutes les autres racailles essayant de nous prendre notre pays, l'Ukraine. Purger l'Ukraine des Juifs et des Russes. L'Ukraine pour les Ukrainiens, et ainsi de suite. Ces déclarations lui ont valu la 5e place sur la liste des 10 meilleurs antisémites au monde, selon le centre Simon Wiesenthal. Classement établi en 2012. Gloire à l'Ukraine! Gloire aux héros! Malheureusement, de telles déclarations ont attiré de nombreux adeptes. Dmytro Yarosh fonde une autre organisation d'extrême droite en 1994 appelée le Trident. En avril 2013, Yarosh est devenu l'assistant d'un député de Oudar, ou parti de grève dirigé par Vitali Klitschko. Plus tard cette année-là, il a fondé un autre groupe néo-nazi ukrainien d'extrême droite, appelé Secteur Droit. Andriy Paroubi allait bientôt diriger toute l'armée des guerriers ultranationalistes. Et les marches aux flambeaux ont éclairé à nouveau les rues des villes ukrainiennes. Le monde change radicalement en août 1991, lorsque l'URSS cesse de facto d'exister. Et de fait, de nombreuses nouvelles formations politiques apparaissent sur la carte du monde. L'Ukraine est l'un d'entre eux. Pour la première fois dans l'histoire moderne, elle était véritablement indépendante et autonome. Le drapeau rouge au-dessus du Kremlin est tombé aujourd'hui lorsque le président Gorbatchev a démissionné, mettant fin à 70 ans de régime communiste en URSS. Les années qui ont suivi la chute de l'URSS ont été connues comme les folles années 90 dans tous les territoires post-soviétiques. Il laisse derrière lui 15 États individuels qui n'ont en commun qu'une économie désastreuse et un avenir incertain. Après l'économie planifiée de l'URSS, le marché libre change les règles du jeu.
De nouvelles entreprises émergent rapidement et bientôt les premiers oligarques apparaissent. Un ancien pays sans division de classe s'est divisé en parties inégales. Quelques élus sont devenus riches, tandis que les autres ont dû se battre pour survivre. Juste après l'indépendance, une privatisation sauvage des biens de l'État a commencé, réduisant la qualité de vie du peuple. Juste après l'indépendance, et ce qui est intéressant, c'est que peu importe qui arrivait au pouvoir, rien ne changeait pour le peuple. Un vol constant du peuple se produisait. Un vol constant du peuple ukrainien. Et bien sûr, les gens en ont eu assez de cette corruption grandissante. La déception du peuple a rendu l'Ukraine vulnérable aux forces extérieures. Et bientôt, les gens devaient connaître le nouveau genre de guerre qu'ils n'avaient jamais connu auparavant, les révolutions colorées. Les manifestants affrontent la police, alors que le résultat des élections est remis en question et qu'ils appellent à un nouveau vote. Dans les 24 ans de son indépendance, l'Ukraine a traversé 2 révolutions. En 2004, les gens sont venus dans les rues de Kiev et ont commencé la révolution orange. À cette époque, l'Ukraine est redevenue le champ de bataille de 2 forces. La confrontation entre la Russie et les pays occidentaux a atteint son apogée lors de l'élection présidentielle de 2004. Les 2 principaux candidats, Viktor Yushchenko, soutenu par l'Occident, et Viktor Yanukovych, orienté vers la Russie, se sont partagés presque également les voix du peuple ukrainien. D'ailleurs, il n'est pas exagéré de qualifier Viktor Yushchenko d'être soutenu par l'Occident. Sa femme, Katrina Yushchenko, est un ancien fonctionnaire du département d'État américain et a travaillé à la Maison-Blanche sous l'administration de Reagan. Les votes ont été partagés selon un principe géographique. L'Ukraine orientale, traditionnellement pro-russe, a voté Viktor Yanukovych, tandis que l'ouest de l'Ukraine a voté Viktor Yushchenko. Selon les résultats annoncés, Viktor Yushchenko a perdu contre Viktor Yanukovych. Mais des milliers de personnes n'étaient pas d'accord et sont venues sur la place de Kiev. Le 22 novembre 2004, la situation a été largement couverte par la presse. La commission électorale du gouvernement a ignoré les accusations de fraude et a déclaré Viktor Yanukovych président. Les politiciens internationaux, tels que l'ancien secrétaire à l'OTAN Javier Solana, sont devenus des invités fréquents à Kiev pour initier des négociations entre les partis. J'espère qu'ensemble, nous pourrons surmonter ces difficultés. Les résultats des négociations n'étaient souvent atteints que sur le papier. Par exemple, Viktor Yanukovych n'a jamais dit à ses partisans de cesser de bloquer les institutions gouvernementales dans le centre de Kiev. Donc ces protestations non violentes ont duré 1 mois, au cours duquel le résultat de l'élection précédente a été annulé et de nouvelles élections ont été annoncées. La nuance importante, c'est que 3 mois auparavant, Viktor Yushchenko avait été victime d'un mystérieux empoisonnement qui n'a toujours pas été élucidé. Mais cela ne l'a pas empêché de remporter les nouvelles élections. Comme nous le verrons bientôt, il y avait bien plus que la volonté du peuple dans cette victoire. Cette révolution pacifique et ses dirigeants ont été chaleureusement accueillis par la communauté internationale. Mais l'euphorie n'a pas duré longtemps. Le gouvernement de Viktor Yushchenko a échoué les réformes et a perdu sa chance d'instaurer la démocratie. Au lieu de se lancer dans des combats internes, Viktor Yushchenko n'a pas été réélu pour un second mandat, mais à la fin de sa présidence, il a eu le temps de faire un dernier cadeau à ses partisans de l'ouest de l'Ukraine. En conclusion, je voudrais dire quelque chose qui est attendu depuis longtemps par les patriotes ukrainiens. J'ai signé un décret pour l'esprit ininterrompu et défendre l'idée de lutter pour l'Ukraine indépendante. Je déclare Stéphane Bandera, héros national de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Le statut de héros de Stéphane Bandera a été de courte durée. En 2010, Viktor Yanukovych a été élu président et cette fois, la communauté internationale n'avait aucun doute sur la légitimité des élections.
En janvier 2011, Viktor Yanukovych a abrogé le titre de héros de Bandera. Et après presque 4 ans de sa présidence, une nouvelle révolution secoua l'Ukraine. Mais malheureusement, celle-ci était tout sauf pacifique. Monsieur Yanukovych, je suis américain, je suis étranger à cette situation et c'est très compliqué. Mais j'aimerais, en tant que réalisateur de films, me plonger dans l'action et revenir à ces moments de novembre 2013. Vous êtes président de l'Ukraine depuis 3 ans. À ce moment-là, le pays est en mauvaise posture économique. Vous avez un accord commercial avec la Russie et vous cherchez maintenant à conclure un meilleur accord avec l'Union européenne et vous négociez. Pouvez-vous me dire ce que vous pensiez à ce moment-là? Ce fut vraiment une période très compliquée pour l'Ukraine. Et il fallait trouver une solution au problème de 2013. Donc nous avions 2 partenaires. Tout d'abord, nous comptions sur le Fonds monétaire international. Mais pendant toute l'année des négociations, le FMI nous a proposé des solutions inacceptables. Une augmentation significative des tarifs des services publics, en premier lieu pour l'électricité et le gaz naturel. Cela signifierait beaucoup plus de dépenses pour la population, alors que ses revenus resteraient au même niveau. Nous n'étions pas d'accord avec ça. Nous avons proposé d'autres solutions, mais nous avons reçu un refus officiel du FMI en novembre 2013. L'autre option était la Russie. Nous sommes prêts à travailler avec vous en tant que partenaire, si vous prenez nos intérêts en considération. Parce que l'économie de la Russie et de l'Ukraine ont été établies comme une seule et même entité, des relations économiques absolument uniques sont nées. Le marché russe était complètement ouvert aux produits ukrainiens. Et notre frontière douanière avec l'Ukraine est complètement ouverte. Cela signifiait donc que l'Union européenne pouvait entrer sur notre marché avec ses produits sans aucune négociation. Et donc, lorsque nous avons commencé à calculer les soldes, nous avons vu que l'accord préparé par l'Union européenne pour l'Ukraine exigerait beaucoup d'efforts et de pertes économiques que l'Union européenne ne compenserait pas. Et dans l'intervalle, le marché russe serait considérablement limité, voire fermé. Nous avons dit, bien sûr, si l'Ukraine décidait de le faire, c'est leur décision et nous la respectons. Mais nous ne devons pas être ceux qui paient pour cela. Nos négociations avec l'Union européenne n'ont pas abouti. Et c'est pour cela que nous avons proposé de faire une pause. Des affrontements violents se produisent à Kiev, où environ 100 000 personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la décision du gouvernement de retarder la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Vitali, vous étiez ministre de l'Intérieur de l'Ukraine à cette époque. Donc, en fait, vous étiez le chef de la police ukrainienne. Dites-moi votre vision des choses, des protestations qui ont eu lieu de novembre à février. Nous avions l'information que ces manifestations de masse étaient planifiées de toute façon et qu'elles devaient commencer en 2015. Mais l'opposition a utilisé le fait que le gouvernement ait décidé de suspendre la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Arseniy Yantchenchuk, le leader du bloc d'opposition La Patrie, Oleg Tanibok, le leader du parti d'opposition d'extrême droite radicale Svoboda, Vitali Klitschko, le chef du parti d'opposition Oudar. Jeudi, les dirigeants de l'Union européenne et de l'Ukraine ont déclaré que les négociations sur l'accord d'association pourraient reprendre après les consultations de 2 jours. Mais l'accord d'association n'est plus sur la table. On attendait plus de vous. Vous voulez m'entendre ? Pendant 3 ans et demi,
J'ai traité ce problème en tête-à-tête avec une Russie très forte. Les manifestations pro-Union européenne dans les rues de Kiev entrent dans leur deuxième jour. Les manifestants sont maintenant rejoints par le chef de l'opposition, le champion du monde de boxe ukrainien, Vitali Klitschko. Il a appelé les manifestants à maintenir la pression sur le gouvernement après son refus de signer un accord commercial majeur avec l'Union européenne. Vous rentrez à Kiev le lendemain de l'interview avec Merkel et les protestations sont en cours, n'est-ce pas? Pouvez-vous me parler de cette période? Au début, j'ai compris que c'était des actions pacifiques et que l'on pouvait négocier avec des manifestants pacifiques. Et j'étais prêt à le faire. En ce qui concerne les manifestations de novembre à février, il faut tenir compte de la dynamique de leur développement qui s'est produite auparavant en Ukraine. De nombreuses organisations publiques sont financées par l'étranger et un grand nombre de journalistes reçoivent des subventions étrangères. Robert Parry est un journaliste d'investigation travaillant à Washington, D.C., connu pour avoir révélé l'affaire Irano-Contra dans les années 1980. Il est l'un des fondateurs de consortiumnews.com et a réalisé de nombreux reportages sur la crise en Ukraine et ce qui se cache derrière. Une ONG est une organisation non gouvernementale et de nombreuses ONG sont tout à fait légitimes et travaillent à de bonnes fins, en essayant d'aider les gens, en résolvant les problèmes médicaux et d'eau. Mais il y a des ONG qui sont financées par les services du gouvernement et servent davantage l'objectif de ce gouvernement plutôt que d'essayer de servir les gens avec qui ils sont censés travailler. Une chose que nous avons vue dans les années 80, à ce moment-là, la CIA avait été largement discréditée à cause des scandales qui ont été révélés dans les années 70. Pendant 15 ans, la CIA a secrètement financé les activités et les associations d'étudiants nationaux à l'étranger. Mais il est apparu qu'il existait un vaste réseau de pénétration de la CIA. Ainsi, lorsque l'administration Reagan est entrée en fonction, il y avait un concept selon lequel, au lieu d'avoir la CIA, qui allait traditionnellement dans ces pays, pour financer leurs médias, leurs ONG et différentes opérations politiques, ce concept a été essentiellement transmis à une nouvelle organisation, appelée Fondation nationale pour la démocratie, créée en 1983, qui faisait à peu près ce que faisait la CIA. Pénétrer dans les pays, soutenir différents groupes politiques, préparant des activités, des journalistes, des groupes d'affaires, et faire valoir les intérêts de la politique étrangère des États-Unis, parfois contre les intérêts du gouvernement du pays d'accueil. Il fournissait également un soutien organisationnel et financier, et aidait à la formation des activistes sur leur travail avec les journalistes, pour être en mesure de présenter leur point de vue de la meilleure façon. Ils travaillaient sur des choses comme comment obtenir la popularité, comment rendre les choses virales, comment l'utiliser pour obtenir un soutien pour vos idées. Et un soutien leur a été accordé. Mustafa Nayan, fondateur de l'un des nouveaux médias ukrainiens. Bonsoir, ou plutôt bonne nuit. Romansky TV savait très bien comment rendre quelque chose viral. C'est son célèbre message sur Facebook le 21 novembre 2013 qui a conduit la première foule à Maïdan. J'ai fait ce post juste pour vérifier s'il y avait des personnes volontaires ou si nous étions juste en train de discuter. Si vous ne lisez pas le journal, vous êtes mal informé. Si vous lisez le journal, vous êtes mal informé. Pour être entendu dans ce monde moderne, de médias et de réseaux sociaux, il faut les embrasser tous. Alors que les événements inquiétants de l'Euromaïdan ont commencé le 21 novembre 2013, 3 nouvelles chaînes de télévision ont vu le jour, et ils ont gagné immédiatement une grande popularité. Spilno TV, le 21 novembre 2013. Romansky TV, le 22 novembre 2013. Espresso TV, le 24 novembre 2013. Diffusant directement les manifestations de l'opposition, ces chaînes de télé sont devenues virales, soutenant ouvertement les manifestations et encourageant de plus en plus de personnes à venir à Maïdan. Les premières actions de masse ont commencé le 21 novembre 2013. Il s'agissait d'abord d'actions pacifiques. Beaucoup de différents types de personnes venaient.
Jeunes et vieux, certains d'entre eux amenaient des enfants. Il était clair qu'ils faisaient confiance au gouvernement ainsi qu'à la police, parce qu'ils pensaient que c'était sûr de venir là. Et rien n'indiquait qu'une menace serait utilisée contre les manifestants. Les policiers en service ce jour-là ne portaient aucune arme à feu. Mais parmi ces manifestants, des radicaux avaient été repérés. Ils étaient liés à des partis d'extrême droite et à des organisations néofascistes. C'est donc le 24 novembre qu'ils ont mené la première action agressive. Le 24 novembre, ils ont attaqué le bâtiment du cabinet des ministres de l'Ukraine, ainsi que les policiers qui les protégeaient. La deuxième attaque contre les agents des services de sécurité ukrainiens a eu lieu le 25 novembre. Et puis, il y a eu les événements notoires du 30 novembre. Le 30 novembre 2013 est devenu le premier tournant du Maïdan. Bien que les événements de cette nuit-là aient été largement couverts par la presse, la vérité sur ce qui s'est exactement passé est encore incertaine. Je vais vous dire comment j'ai personnellement vécu ces événements. J'ai reçu un appel de Popov, le chef de l'administration de Kiev, qui m'a dit qu'il aimerait commencer à installer l'équipement pour le sapin de Noël sur la place. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse faire cela tant qu'il y avait des gens sur le Maïdan. À environ 1h du matin, quand les gens ont commencé à quitter la place, j'ai eu une conversation avec le chef du service de sécurité ukrainien. Je lui ai demandé son avis sur la situation actuelle et il m'a dit « Je suppose, Dieu merci, que c'est fini. Nous avons une information selon laquelle c'est fini. Car depuis le 21 novembre, je vivais et dormais littéralement dans mon bureau. Si j'avais la chance d'avoir quelques heures par jour pour dormir, vers 3 heures du matin, je suis rentré chez moi. J'ai réglé mon alarme pour 6h30 et la première chose que j'ai fait le matin, j'ai allumé ma télévision, qui était réglée sur le canal 5, qui montrait de nombreuses ambulances et de nombreux blessés. Armés de battes en caoutchouc, des policiers s'en prenaient aux manifestants tôt le matin. Les témoins affirment que la police a effectivement utilisé des battes en caoutchouc. Honnêtement, ça m'a donné des sueurs froides. Ma première réaction lorsque des manifestants de Maïdan ont été blessés par la police a été de dire qu'il fallait enquêter pour savoir qui avait ordonné de disperser les manifestants en utilisant la force contre eux. J'étais contre toute violence des droits de l'homme et contre l'usage de la force contre les manifestants. Il était impossible que Popov puisse prendre une telle décision tout seul. Et qui était le plus haut fonctionnaire pour lui? Le plus haut fonctionnaire de Popov était un chef de l'administration du président, Serhiy Lyovoshkin. Par coïncidence, Serhiy Lyovoshkin était un proche associé de nombreux politiciens américains. Le service de sécurité ukrainien avait des preuves que cette nuit-là, Serhiy Lyovoshkin a contacté le leader de l'opposition, Arseniy Yatchenchuk, et a discuté de la dispersion de Maïdan en utilisant le sapin de Noël comme excuse. Les médias ont rapporté que la police a attaqué de sang-froid des étudiants qui dormaient paisiblement dans leur tente. Mais les scènes de l'événement semblent raconter une histoire différente. Et il semble que les manifestants s'attendaient à voir la police. Des dizaines de journalistes et des caméras des nouvelles chaînes de télévision étaient déjà sur place. Mais le plus suspect est un groupe de jeunes hommes bien entraînés qui sont arrivés pratiquement en même temps que la police. Ils se sont répandus dans la foule et ont commencé à provoquer la police avec des insultes, des pierres et des torches. Le secteur droit en Ukraine représente la population ukrainienne d'extrême droite. Il y avait souvent leurs milices qui venaient au Maïdan. Certaines escouades ont été envoyées à Kiev pour servir de muscles aux manifestations.
Ainsi, les manifestations sont passées de protestations politiques relativement pacifiques à des manifestations de plus en plus violentes. La première étape de toute enquête est de trouver le mobile. On sait maintenant que Sergueï Liogochkine a la plus grande faveur parmi ses amis américains. Indigné par ce qui a été rapporté aux informations, le peuple ukrainien est sorti dès le lendemain pour exprimer leur colère contre les actions de la police. Quand la violence a commencé à prendre de l'ampleur, de facto, les violences ont commencé en décembre 2013. Les événements qui se sont déroulés à cette époque à Kiev étaient très radicaux. Les organisations néo-nazies y ont participé. Des jeunes hommes étaient armés de différentes armes improvisées, telles que des barres de fer, des battes de baseball. Ils ont même utilisé des machines qui servent à la construction des routes. Avec des bulldozers, ils ont attaqué les forces de l'ordre, qui défendaient les institutions gouvernementales et le bâtiment de l'administration du président. Comment un président aurait-il pu sortir, parler à une foule aussi incontrôlable? À qui s'adresser? Les techniques utilisées à l'époque ont été planifiées longtemps à l'avance. Aussi voilées et masquées que puissent être les révolutions colorées, un observateur attentif peut voir un motif subtil révélant leur véritable nature. Pour que les foules agissent comme un seul groupe, il faut les unir au niveau du subconscient. Les cerveaux des révolutions colorées le savent bien et maîtrisent cet art. Le symbolisme est l'un des outils les plus puissants pour atteindre cet objectif. Des organisations politiques révolutionnaires, aux noms étonnamment similaires et aux symboles encore plus semblables, apparaissent dans les pays qui seront bientôt touchés par des révolutions. Ils sont souvent décrits comme étant conscients et actifs, mais en réalité, ils sont formés et radicaux. Ce sont eux qui tirent le premier coup, littéralement, pour convertir les protestations en indignation. Leurs empreintes digitales peuvent être trouvées partout sur les cartes des révolutions de couleur. Ils utilisent toute l'expérience des générations passées. Des outils simples mais efficaces, comme le chant, font un excellent travail. Ensemble, nous sommes forts. Bien connus pour exciter la foule et créer une identité de groupe, ils dépersonnalisent les individus et créent un groupe facilement manipulable. Qui ne saute pas est un Russki. Qui ne saute pas est un Russki. Merci les amis. Gloire à l'Ukraine. Bien sûr, cela ne pourrait pas se faire sans argent. Donc, de nombreuses subventions d'ONG ont été accordées à l'Ukraine. Et ce n'est pas un secret. Par ailleurs, l'une de ces organisations, Romandex TV, a reçu de généreux dons des ambassades néerlandaises et américaines, ainsi que de la Fondation Renaissance fondée par George Soros. J'ai créé une fondation en Ukraine, avant même que l'Ukraine ne devienne indépendante de la Russie. Et la fondation fonctionne depuis lors. Elle a joué un rôle important dans les événements ukrainiens actuels. J'aime la critique, mais elle doit se faire à ma façon. Avez-vous des preuves de l'implication des États-Unis ou avez-vous ressenti la présence des États-Unis? Les officiels américains étaient souvent invités. Il y avait des membres du Congrès. Victoria Nuland venait très souvent. Nous discutions avec elle, mais après ces discussions, elle se rendait sur Maïdan pour soutenir les manifestants et accuser la police de faire usage de la force. En fait, nous avons vu tous ces messages sur Maïdan. Nous viendrons ici, sur cette place, pour célébrer avec vous et l'Ukraine qui font front avec l'Union européenne et les États-Unis. Des membres du Congrès visitaient l'Ukraine.
L'un des plus connus était le sénateur John McCain. Le haut fonctionnaire américain, la personne qui s'était présentée à la présidence, parlait aux gens qui agissaient contre leur gouvernement démocratiquement élu en leur disant que les États-Unis étaient avec eux. Je suis le sénateur John McCain et c'est toujours un plaisir de revenir ici en Ukraine. Le sénateur McCain donnait aux gens le sentiment d'être soutenus par le pays le plus puissant de la planète. Il ne s'agit pas de l'avenir que vous souhaitez pour votre pays, mais de l'avenir que vous méritez. De nombreuses délégations venaient et je leur ai dit que, premièrement, qu'ils n'auraient pas dû mentir. Ils n'auraient pas dû prendre le parti des manifestants et protéger uniquement leurs droits pour créer et aggraver le conflit. Dites-moi si les manifestants sont autorisés à s'emparer des bâtiments gouvernementaux dans n'importe quel autre pays. Est-ce qu'un ambassadeur ukrainien pourrait-il venir voir les manifestants à Ferguson et distribuer des cookies ou des tartes et accuser la police des États-Unis? Je crois que ceci est inacceptable dans n'importe quel pays européen également. Alors pourquoi l'Ukraine a-t-elle été traitée de cette manière? Qui était votre contact au plus haut niveau à ce moment-là? Mon contact de plus haut niveau était le vice-président, M. Biden. J'ai eu des entretiens téléphoniques réguliers avec lui. Mais le problème était que M. Biden disait une chose et il faisait des choses différentes en Ukraine. Et l'ambassadeur américain? L'ambassadeur américain en Ukraine recevait constamment les délégués du Maïdan dans son ambassade. Nous le savions très bien. Nous suivions ce processus. Et nous avions l'impression qu'il y avait un quartier général de ce processus à l'intérieur de l'ambassade américaine. Début février 2014, lorsque la crise de Maïdan devenait de plus en plus violente, un appel téléphonique a été intercepté entre la secrétaire d'État adjointe pour l'Europe, Victoria Nuland, et l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Piat. Il convient de s'interroger sur la crédibilité des Ukrainiens après la publication en ligne d'une conversation privée du principal ambassadeur américain. Je pense que Yats est le gars qui a l'expérience économique, l'expérience du gouvernement. Ce dont il a besoin, c'est de Klitsch et de Tchanibok à l'extérieur. Je pense juste que Klitsch va entrer. Il va jouer pour Yantsenyuk. Ça ne marchera tout simplement pas. Oui, non, je pense que c'est bon. D'accord. Bien, voulez-vous que nous organisions un appel avec lui comme prochaine étape? Sullivan est revenu vers moi en me disant que vous aviez besoin de Biden. Et j'ai dit probablement demain, pour obtenir les détails pour que Biden soit prêt. Vous avez donc eu un appel téléphonique remarquable au cours duquel 2 hauts fonctionnaires du gouvernement américain ont ouvertement parlé de coup d'État et la façon dont ils prévoient de restructurer le gouvernement ukrainien. J'emmerde l'Union européenne. Non, exactement. Je ne dis pas que tout le gouvernement américain est comme ça. Il y a une division. Mais pour les néoconservateurs, il est très important de changer la dynamique en Europe de l'Est. Ils sont très intelligents. Les néoconservateurs sont très compétents en matière de propagande. Ils connaissent bien tous les points d'appui du peuple américain. Ils ont eu cette expérience quand ils ont fait la même chose en Amérique centrale dans les années 80. Les forces terrestres sandinistes sont maintenant armées d'artillerie russe. Ils appliquent la même stratégie depuis qu'ils sont très dévoués à la réalisation de leur objectif. Ils veulent toujours se débarrasser de certains gouvernements. Ils veulent un changement de régime en Syrie, en Iran. Ils sont très habiles dans ce domaine. Ils ont beaucoup d'alliés dans les médias et le gouvernement. Et cela signifie qu'ils ont beaucoup d'influence sur la création du récit. Je pense qu'en Amérique, ces jours-ci, nous nous sommes en quelque sorte vendus à nous-mêmes, qu'il y a beaucoup de façons de traiter ce problème autrement que par la force. Vladimir Poutine se soucie du pouvoir dur. Les néoconservateurs diabolisent maintenant le leader du pays qui se vend au peuple américain. Donc vous ne vous contentez pas d'argumenter sur la politique, vous attaquez le leader. Les néoconservateurs sont très habiles pour choisir les caractéristiques des leaders et les mettre en valeur. Pour Yanukovych, on peut dire que c'est un leader politique imposant, mais il a été transformé en diable.
Il est complètement corrompu, maléfique, qui veut tuer les gens sur Maïdan, ces merveilleux manifestants innocents. De cette façon, nous avons maintenant le méchant et la victime, et puis vous continuez à répéter ce scénario de base, et ça marche avec le peuple américain. Vous devez comprendre qui est Vladimir Poutine. C'est un vieux du KGB qui veut restaurer l'Empire russe. Vous en faites des démons, et le peuple américain trouve que c'est de cette façon qu'il peut comprendre le monde. Une fois que cela se produit, les journalistes ou quelqu'un d'autre ont du mal à dire « Attendez, il n'y a pas de chapeau blanc ou de chapeau noir, tout est très compliqué ». Et si vous dites cela, vous êtes instantanément catalogué comme un apologiste de Yanukovych ou de Poutine. Celui qui a osé dire cela est maintenant attaqué, peu importe qui il est, un journaliste, un universitaire ou autre. Tout bon réalisateur vous dira que le tempo et le rythme sont les principaux instruments pour retenir l'attention du public. Les techniques utilisées à Maïdan nécessitaient de sacraliser les victimes. Cela faisait partie du scénario. On peut également parler de méthode de trahison. Lorsque les Alliés sont jetés dans la flamme révolutionnaire, l'idée est simple. Lorsque la préparation est faite, il suffit d'appuyer sur une gâchette pour mettre la chaîne en mouvement. L'assassinat de l'homme politique Rafik Hariri a déclenché la révolution du Cèdre. En regardant en arrière le mystérieux empoisonnement de Viktor Yushchenko, juste avant la révolution orange de 2004, nous voyons maintenant qu'il est devenu lui-même la victime sacrée. La plupart des analystes politiques s'accordent à dire que la compassion du peuple ukrainien a fait pencher la balance vers sa présidence. Le nombre de victimes parmi les manifestants pendant l'Euromaïdan s'est élevé à plus de 100. Ils ont été appelés les Sangs Célestes et ont été immédiatement mythifiés. Le passage à tabac d'étudiants le 30 novembre 2013 a été un déclencheur évident d'Euromaïdan. Ceux qui ont envoyé des provocateurs, entraînés sur la place, ont très bien compris que les manifestants pacifiques étaient ceux qui étaient le plus blessés. Il est difficile de faire durer les manifestations pendant des mois. La tension s'affaiblit, les gens se fatiguent. Les vacances sont aussi un grand danger pour les cerveaux de la révolution. Les gens veulent rentrer chez eux pour retrouver leur famille et leurs amis. Il faut être très inventif pour les garder dans des tentes froides. Le 25 décembre 2013, la journaliste Tatiana Chornovol a été choisie pour être un outil pour à nouveau enflammer Maïdan. La journaliste d'investigation Tatiana Chornovol, connue pour ses enquêtes sur la corruption au sein du gouvernement ukrainien, a été retrouvée battue près de Kiev à Noël. Ces actes héroïques ressemblent davantage à de petits délits, intrusion dans la résidence présidentielle, siège de l'administration de la ville de Kiev, effraction de la voiture du service de sécurité ukrainien. Il semble que Tatiana souhaitait faire la une des journaux plutôt que de les rapporter et gagner une popularité qui pourrait se transformer en vote pour son parti politique, la Patrie. Le passage à tabac de Tatiana Chornovol par des assaillants inconnus sur une route est devenu un véritable cadeau de Noël pour les médias. Malgré le fait qu'en seulement 3 jours, tous les suspects ont été arrêtés et ont avoué qu'il s'agissait d'un accident de la route, les médias mondiaux ont continué à insister sur le caractère politique de ce crime. Instantanément, Tatiana est devenue une martyre héroïque, fédérant les gens autour de son image. Le passage à tabac d'une journaliste au milieu de l'agitation politique a provoqué des protestations. L'Euromaïdan était une fois de plus au centre de l'attention. Et Tatiana, en moins de 2 mois, était déjà en assez bonne santé, assez pour attaquer le bureau du Parti des régions, le parti politique de Viktor Yanukovych. C'est l'endroit d'où viennent les gens qui m'ont battu. C'est le nid de ce gouvernement mafieux, criminel. Les escadrons de la mort sont aussi contrôlés ici. Un des membres du personnel, Vladimir Zaharov, 65 ans, informaticien, a été abattu pendant l'attaque. Où est Tatiana maintenant? Eh bien, elle a finalement obtenu son poste de pouvoir dans le nouveau gouvernement.
Un mois plus tard, le temps est venu pour un autre acte. Le manifestant arménien ukrainien Sergueï Nigoya était l'un des premiers à arriver sur Maïdan. Il n'était ni radical ni violent, mais plutôt plein d'espoir pour un avenir meilleur. Regarder Sergueï lire le poème Patriote, c'est comme regarder un casting pour le rôle de la victime sacrée. Continuez à vous battre, vous êtes sûr de gagner. Dieu est avec vous dans votre combat pour la gloire, et la liberté marche avec vous juste à vos côtés. Malheureusement, Sergueï a tenu son rôle. Trahi par ses frères d'armes. La vidéo est devenue virale après que Sergueï ait été tué tôt le matin du 22 janvier 2014. Les circonstances de sa mort restent inconnues à ce jour, même si tous les événements ont été filmés en permanence. Il n'y avait pas d'enregistrement ou de témoins pour aider l'enquête, et son corps a été retiré immédiatement de la scène du crime. Sergueï est devenu le premier martyr d'Euromaïdan. Des officiers de police ont été désignés comme ses assassins. Presque 2 ans plus tard, l'enquête officielle n'a toujours pas abouti. Maintenant, il est largement admis qu'il a été tué par des provocateurs pour aggraver le conflit. Dieu parle aux gens par le langage des signes. Le 26 janvier 2014, le pape François a prié pour l'Ukraine, en s'adressant à des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre. Après la prière, 2 colombes blanches ont été libérées par la fenêtre et ont immédiatement été attaquées par un corbeau et une mouette. Ceux qui comprennent le symbolisme décryptent facilement cet événement comme si 2 grandes puissances, représentées par un corbeau et une mouette, allaient bientôt déchirer 2 nations slaves, les colombes blanches. Ce présage a donné de l'espoir au peuple ukrainien en affirmant que, par la volonté de Dieu, 2 colombes seraient sauvées. Mais il a également prédit de graves difficultés et de nombreuses victimes. Les événements qui ont fait de l'histoire des révolutions de couleur la plus massive en termes de sacrifices humains sont pourtant arrivés juste à temps, 1 mois plus tard. Au cours de ces dernières semaines, cette capitale européenne a été prise dans une violente révolte. Aujourd'hui est le jour le plus sanglant pour l'instant. Les manifestants avancent vers le district gouvernemental de la ville. Ils sont armés de cocktails Molotov. Nous avons vu également des armes de poing et des fusils de chasse. Il y a des victimes des 2 côtés. Elle vient de dire qu'il y a 6 morts là-haut. Pas seulement des blessés, des morts abattus par des tireurs d'élite. Ils ont commencé à abattre des policiers le 20 février. J'ai reçu cette information qu'il y avait des tirs de sniper et qu'il y avait des victimes des 2 côtés. Le conservatoire est l'endroit d'où provenaient les premiers tirs. Cet endroit était sous le contrôle des forces de Maïdan. Et là encore, nous voyons notre vieil ami de Narundiruk, Andrei Paroubi, qui était au sommet de sa gloire, en tant que commandant autoproclamé de Maïdan, ce qui signifiait en fait chef de l'opposition radicale. Nous les avions prévenus que Maïdan pourrait prendre d'autres mesures si nos demandes n'étaient pas satisfaites dans les plus brefs délais. Il s'agissait de semer le chaos, et il est certain que celui-ci ne profiterait pas à Yanukovych. Vous pouvez voir ici des manifestants escortant une file d'officiers des forces spéciales. On ne sait toujours pas où ils les emmènent. 67 officiers sont officiellement déclarés disparus. 14 officiers morts, 43 blessés, c'est ça? 20 personnes sont mortes et plus de 150 blessés par balle. Puis il était clair, les 20 et 21 février, qu'un coup d'État militaire était en train de se produire. Le leader de l'opposition, Vitali Klitschko, a appelé ses partisans à rester vigilants. « Chacun d'entre vous doit rester fort, a-t-il dit, car nous n'allons nulle part. » À la même époque, nous négocions avec l'opposition. Et très souvent, nous étions d'accord. Mais comme je l'ai découvert plus tard, ce n'était qu'un jeu.
La partie radicale de l'opposition, qui n'a pas participé aux négociations, n'écoutait personne. Elle a juste fait son travail. Comme en 2004, lors de la Révolution orange, les dirigeants internationaux ont estimé qu'il était temps d'intervenir et de mettre les deux côtés à la négociation. 3 ministres européens des Affaires étrangères sont venus à Kiev. Laurent Fabius, Frank-Walter Steinmeier, Radoslav Sikorski. Ils ont participé à la réunion entre le président Yanukovych et l'opposition. Ils se sont mis d'accord sur le terme d'une élection présidentielle avant la date prévue et sur les moyens d'établir des relations entre le président et l'opposition. Le président ukrainien et les dirigeants de l'opposition se sont mis d'accord sur une trêve. Une trêve pour donner une chance de pourparler entre le président Yanukovych et l'opposition. Tout comme en 2004, l'opposition, ou du moins sa faction radicale, le secteur droit, dirigé par Dmytro Yarosh, n'avait pas l'intention de remplir sa part du marché. Les accords conclus ne répondent pas à nos exigences. Le secteur droit ne baissera pas les armes. Le secteur droit ne débloquera aucune des institutions gouvernementales tant que notre principale revendication ne sera pas satisfaite, la démission de Viktor Yanukovych. J'ai signé un tel document, mais un peu plus tard, j'ai compris que, quel que soit le document que nous devions signer, le coup d'État était déjà planifié et il était inévitable. Donc, de facto, cela ne dépendait plus de nous. Si vous ne signez pas, vous aurez la loi martiale, l'armée, et vous mourrez tous. Les dirigeants de l'opposition ont déclaré qu'ils avaient trouvé un moyen de mettre fin à l'effusion de sang. Mais ils voulaient d'abord annoncer la conclusion des négociations. Et il est vite apparu que les manifestants n'étaient pas satisfaits. Donc le jour suivant, Viktor Yanukovych est parti visiter la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkov. Dès son départ, sa résidence et le gouvernement ont été saisis par des personnes armées. Comment vous appelez ça? Le fait que je sois parti à Kharkov en hélicoptère, les voitures d'escorte partaient séparément, mais personne ne le savait. Alors que les véhicules présidentiels roulaient, ils ont ouvert le feu sur eux. Nos services de renseignement avaient reçu des informations selon lesquelles il y avait des mercenaires et dont l'objectif n'était pas de capturer le président Yanukovych, mais de l'exécuter. J'ai donc demandé au président Poutine la permission de me rendre en Russie. Cette autorisation m'a été accordée et j'ai reçu de l'aide. Et le 24 février, je suis arrivé sur le territoire russe. Au même moment, Kiev faisait ses adieux aux victimes du massacre. Et accueillait ceux qui étaient arrivés au pouvoir au prix de leur vie. Le Parlement ukrainien a voté en faveur de la nomination d'Alexander Turknov comme président par intérim. Il a appelé les législateurs à former un nouveau gouvernement d'ici mardi. Cet événement fait suite à la destitution du président Viktor Yanukovych samedi. Et puis ils ont destitué Yanukovych sans suivre la procédure constitutionnelle de destitution. La procédure de destitution n'a pas été respectée. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême devaient être impliquées. Et cela n'a pas été fait, car au moins 3/4 des députés devaient voter au Parlement. Le Parlement ukrainien est composé de 450 députés. La Constitution de l'Ukraine exige qu'au moins une majorité des 3/4 de 338 députés vote en faveur. Mais seulement 328 députés ont voté oui. Mais cela ne représente pas les 3/4 des parlementaires. Le département d'État américain a immédiatement qualifié le nouveau gouvernement de légitime. Et cela faisait partie du scénario du coup d'État. De cette manière, ils ont éliminé la possibilité de relancer l'accord du 22 février qui pourrait ramener Viktor Yanukovych au pouvoir.
Alors vous aviez l'Est de l'Ukraine qui résistait, la Crimée voulait se séparer et la situation est devenue incontrôlable le dimanche. Le peuple devait décider s'il voulait quitter l'Ukraine ou rejoindre la Russie. La campagne avec le slogan « Ensemble avec la Russie » est menée par Moscou. La situation du référendum en Crimée se produisait également à ce moment-là. Le référendum en Crimée a été initié par le peuple de Crimée. C'était une autre façon de répondre aux représentants de Maïdan s'ils voulaient reproduire un autre Maïdan en Crimée. Ce n'est pas un secret de dire que la population de Crimée a toujours été pro-russe. Les autorités de Crimée, en accord avec la population, ont pleinement soutenu la décision de Viktor Yanukovych de retarder la signature de l'accord commercial de 2013 avec l'Union européenne. À l'intérieur, les liens sont bien plus profonds avec la Russie. Au moment des événements de Kiev, les autorités de Crimée ont fait une déclaration. Sur la base de la volonté du peuple de Crimée qui nous a élus, nous déclarons que nous ne donnerons pas la Crimée aux extrémistes et aux néo-nazis qui cherchent à prendre le pouvoir en Ukraine au prix du sang du pays et de ses citoyens. Après le changement de régime à Kiev, des rumeurs ont commencé à se répandre en Crimée, selon lesquelles les nouvelles autorités seraient impitoyables envers ceux qui s'opposent à elles. Gloire à l'Ukraine! Cela a conduit des manifestations pro-russes, de personnes qui ne sont pas d'accord avec le nouveau gouvernement de Kiev. Le 27 février, l'institution gouvernementale dans la capitale de la Crimée a été saisie par des manifestants pro-russes. Le gouvernement de Crimée a été démis de ses fonctions et le nouveau dirigeant Sergueï Aksionov a été désigné comme chef de la République autonome de Crimée. Sûrement qu'ils avaient de l'espoir et ils ont demandé au gouvernement russe de les protéger. Le 16 mars, le référendum de Crimée a eu lieu et les habitants ont voté pour quitter l'Ukraine et entrer dans la Fédération de Russie. La situation en Crimée a été présentée comme une invasion russe. Et encore une fois, une personne qui regarde cela sérieusement et regardez les chiffres des sondages, dont certains ont été réalisés par les agences américaines elles-mêmes, qui montrent clairement que les habitants de la Crimée veulent rejoindre la Russie. Mais dans les médias américains, tout a été présenté comme une invasion russe et un vote truqué où les gens votaient littéralement sous la menace d'une arme. Et c'est ainsi qu'ils ont obtenu 96% des voix pour rejoindre la Russie. L'idée d'un référendum en Crimée est tout simplement anticonstitutionnelle. On se demande si ce vote a été vraiment libre et équitable, surtout si l'on tient compte de la présence militaire de la Russie en Crimée. C'est ainsi qu'ils l'ont présenté au peuple américain, mais la réalité est très différente. L'atmosphère ici est électrique. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale de la Crimée, après le référendum de dimanche dernier, où la majorité a voté pour la réunification avec la Russie. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est une politique fondée sur la volonté du peuple. Comment pouvons-nous connaître la volonté du peuple? Dans le monde moderne, cela se fait par un vote. Plus de 90% des gens sont venus. Et plus de 90% d'entre eux ont voté pour l'adhésion à la Russie. La volonté du peuple doit être respectée. Ne déformez pas à chaque fois le droit international et les principes de démocratie en fonction de vos intérêts géopolitiques actuels. Nous n'avions pas eu de guerre là-bas. Personne n'a tiré un seul coup de feu. Et personne n'a été tué. Ce qui est décrit par l'Occident comme une invasion russe en Crimée est en fait une présence de soldats russes en Crimée. Pouvez-vous clarifier cela? Il y a toujours eu des soldats russes en Crimée, car la base navale de la mer Noire était en Crimée. Depuis 1804, la base navale de Sébastopol est la principale base navale de l'Empire russe sur la mer Noire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la défense héroïque de Sébastopol a duré presque un an et a pris des centaines de milliers de vies. La base navale de Crimée est donc une fierté historique pour la flotte russe de la mer Noire et revêt une importance stratégique considérable.
Ceux d'entre nous qui vivaient à l'époque se souviennent des missiles soviétiques installés à Cuba, à quel point les Américains étaient effrayés et à quel point nous étions en colère et comment nous avons failli nous engager dans une confrontation nucléaire, car ces armes puissantes étaient proches des États-Unis. Les États-Unis considéraient Cuba comme étant dans leur arrière-cour, alors que la Crimée est simplement aux portes de la Russie. Quelles seraient les conséquences si les États-Unis ou l'OTAN capturaient cette base navale? Il pourrait y avoir de graves conséquences, parce que la base en elle-même ne signifie rien. Mais il y a une nuance que j'aimerais souligner. Pourquoi pensez-vous que nous réagissons autant à l'expansion de l'OTAN? Nous sommes concernés par le processus décisionnel. Je sais comment les décisions sont prises. Dès qu'un pays devient membre de l'OTAN, il ne peut pas résister à la pression des États-Unis. Car qui est le leader de l'OTAN? Les États-Unis. Tout peut apparaître très facilement. Système de défense antimissile, nouvelle base, nouveau système offensif si nécessaire. Que devons-nous faire? Nous sommes obligés d'avoir des contre-mesures. C'est-à-dire de mettre ces objets qui nous menacent dans la ligne de mire de nos systèmes de missiles. Et la situation devient tendue. Si nous sommes attaqués, nous répondrons certainement. Parfois, je ne comprends pas toujours la logique de nos partenaires. Parfois, on dirait qu'ils ont besoin d'un ennemi extérieur à tenir en laisse. Et ils établissent leur propre discipline, ainsi appelée bloc d'Europe occidentale. Et malgré les inquiétudes, l'Iran n'est pas à la hauteur. Je suis préoccupé par l'expansion de l'OTAN, qui s'est étendue à 13 pays, jusqu'aux frontières de la Russie. 13 pays. C'est un sujet très dangereux. C'est un sujet de guerre entre la Russie et les États-Unis. C'est de la pure folie. Au début du printemps 2014, l'Est de l'Ukraine s'était également soulevé contre le nouveau gouvernement ukrainien. La population de cette région proche de la Russie, tant sur le plan culturel que géographique, craignait que le gouvernement ultra-droite nouvellement formé ne provoque la montée du nationalisme et elle avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Le statut de la langue russe en Ukraine était l'une des questions clés depuis des années. Déclarer la langue russe comme deuxième langue officielle était l'un des points clés de la campagne présidentielle de Viktor Yanukovych. En 2012, le gouvernement de Yanukovych a adopté une loi faisant du russe la deuxième langue officielle dans les régions, où plus de 10% de la population le considérait comme sa langue maternelle, principalement dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Les nationalistes ukrainiens ont organisé des manifestations massives pour s'opposer à cette loi, et un observateur attentif peut y voir quelques visages familiers. Ce gang, cette junte et ces bâtards peuvent être vaincus. Le 23 février 2014, le lendemain du changement de régime, le nouveau gouvernement a voté l'annulation du statut officiel de la langue russe. Même le président par intérim, Alexander Turkhinov, a opposé son veto à cet acte. C'était un message puissant. Cette situation a alarmé les régions russophones, qui sont descendues dans les rues pour protester. En réponse, les partisans de Maïdan ont organisé leur propre manifestation. Lorsque les deux partis se sont rencontrés, la tension a augmenté et cela a conduit à une tragédie. Une personne est décédée et une cinquantaine ont été blessés dans les affrontements lors de la marche pro-russe visant à protester contre le nouveau gouvernement de Kiev. Le 6 avril, le scénario de la Crimée s'est répété dans l'est de l'Ukraine. Les manifestants ont saisi les institutions gouvernementales et le jour suivant, ils ont pris le pouvoir. Le 7 avril, ils proclamaient la République populaire de Donetsk. Kiev a répondu en annonçant une opération antiterroriste dans l'est de l'Ukraine. À ce moment-là, les médias internationaux criaient à l'invasion russe en Ukraine. La Russie pourrait être sur le point d'envahir l'Ukraine. Mais en dépit de ces mots forts dans les médias, les autorités ukrainiennes n'ont jamais déclaré la guerre. Pourquoi? Parce que le FMI ne peut pas donner d'argent à un pays en guerre. Alexander Poroshenko.
Vous savez, dans la grande politique, peu importe de quoi il parle d'argent. Trop d'argent a déjà été investi en Ukraine pour s'arrêter à mi-chemin. Nous avons investi plus de 5 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à assurer sa sécurité, sa prospérité et sa démocratie. Quelle démocratie cet argent a-t-il établi? Comment s'est déroulé le processus d'établissement? Est-ce le même régime qui est en train de s'établir par la force dans le Donbass? Évidemment, le financement a été maintenu et le conflit a perduré. Il est devenu de plus en plus meurtrier. Nous l'avons abattu, tout à fait. Alors que les partis des deux côtés utilisaient des armes de plus en plus meurtrières. Turchinov porte une énorme part de responsabilité pour avoir déclenché une guerre contre son propre peuple. Il a envoyé des troupes dans le Donbass. Ils ont fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Ils ont répandu le sang. Le monde semblait trop occupé à saluer la nouvelle démocratie à Kiev pour remarquer ce qui se passait alors qu'elle étendait ses ailes à tout le pays. De nombreuses personnes dans le sud de l'Ukraine observaient la révolution avec inquiétude. Odessa n'abandonnera pas. Et un mouvement anti-Maïdan se forma à Odessa en janvier 2014. Les manifestants s'installèrent devant la maison des syndicats, un bâtiment qui allait bientôt devenir un monument de massacre. Il est difficile de surestimer l'importance d'Odessa. Elle est stratégiquement située sur la mer Noire et c'est le plus grand port maritime d'Ukraine. Il n'est pas surprenant que les nouvelles autorités ukrainiennes aient observé le déroulement de cette situation avec inquiétude. De plus en plus de gens rejoignaient l'anti-Maïdan, alors que la situation dans l'est de l'Ukraine se réchauffait. Le nouveau gouvernement ukrainien n'avait pas le pouvoir d'entrer en guerre sur deux fronts à la fois. Si Odessa rejoignait le soulèvement, cela compliquerait sérieusement la situation. Cette rébellion devait être éteinte immédiatement et à tout prix. Et ce prix était élevé. Le 2 mai 2014, les fans de football ont afflué au centre de la ville. Le prétexte était un match de championnat ukrainien de football. Étonnamment, un certain nombre de ces fans qui sont venus à Odessa juste avant le match se sont également avérés être des combattants de la milice d'autodéfense de Maïdan, ainsi que des membres d'organisations radicales de toutes les parties de l'Ukraine. Salutations à la nation, mort aux ennemis, Ukraine par-dessus tout. Ces fans portaient des masques. Ils étaient armés et criaient des slogans nationalistes. Ils ont semé le trouble dans la ville et se sont dirigés vers les tentes des anti-Maïdan et les ont attaqués. Les manifestants anti-Maïdan ont cherché refuge dans la maison du syndicat, mais c'était un piège. Les partisans de Maïdan ont commencé à lancer des cocktails Molotov sur le bâtiment jusqu'à ce qu'ils prennent feu. Les personnes brûlées à l'intérieur tentaient de s'échapper ou de sauter par les fenêtres. Bien que la caserne de pompiers se trouve à moins d'1 kilomètre, il aura fallu près d'une demi-heure pour arriver sur place, alors que les dégâts étaient déjà importants. Mais voici un fait intéressant. Quelques jours avant la tragédie, un messager de Maïdan, Andrei Paroubi, s'est rendu à Odessa. Coïncidence intéressante, certaines des personnes qu'il a rencontrées étaient considérées comme des participants actifs le jour fatidique. Mais tout le monde n'était pas en deuil. Sur le plateau du célèbre talk show politique Schuster Live, la nouvelle concernant les personnes brûlées vives à Odessa était accueillie par une longue salve d'applaudissements. Parmi les morts dans l'incendie à Odessa, il y avait 15 citoyens russes, 10 étaient de la République de Transnistrie et aucun d'Odessa. Sur sa page Facebook, le secteur droit a annoncé les événements du 2 mai comme un moment de fierté dans l'histoire nationale. Une enquête officielle est en cours depuis près de 2 ans et n'a toujours pas abouti. Mais il semble que les experts disposaient de toutes les informations nécessaires dès le début. Bien sûr, la provocation a été lancée par les agents de Poutine qui ont attaqué la manifestation ukrainienne.
La grande importance d'Odessa se traduit par le fait que le 30 mai 2015, elle a été honorée par un nouveau gouverneur très spécial. Mikhail Saakashvili, un vieil ami des États-Unis, né et élevé dans le pays voisin de l'Ukraine, la Géorgie. Là-bas, en Géorgie, un rapide coup d'œil à sa biographie permet de comprendre qu'il était préparé pour une mission spéciale. « Je suis un manifestant pacifique, ne me touchez pas !» M. Saakashvili recevait une bourse du département d'État américain et a ensuite travaillé pour l'organisation new-yorkaise CMARA, un groupe dont nous avons entendu parler dans l'histoire des révolutions colorées. Ce que nous avons ici est une révolution démocratique sans effusion de sang. C'est la révolution des roses. Et c'est Mikhail Saakashvili, avec l'organisation CMARA, qui renverse le président légitimement élu, Eduard Shevardnadze. Changer le gouvernement par des méthodes pacifiques, c'est la méthode européenne, et j'en suis fier. Peu après l'éclosion de la Révolution des Roses, la Géorgie a annoncé son intention d'adhérer à l'OTAN et de construire une base militaire de l'OTAN sur les terres fertiles de la Géorgie, juste à la frontière de la Russie. Nous ne céderons jamais notre liberté et notre indépendance, et nous ne céderons jamais un morceau de notre territoire. La mission de M. Saakashvili a été accomplie, au moins aux yeux de ses amis de l'OTAN. La population géorgienne n'était pas aussi satisfaite en 2017. Elle est descendue dans la rue, et M. Saakashvili a répondu par la force. Le mécontentement du peuple grandissait. Le parti de Saakashvili a perdu les élections législatives et l'opposition a pris le contrôle. Il a déclaré que conformément à la Constitution, la majorité du nouveau Parlement doit former un nouveau gouvernement avec lui comme président. Mikhail a décidé de ne pas attendre les résultats des élections présidentielles et a fui le pays en octobre 2013. En 2014, Saakashvili a refusé la citation à comparaître au tribunal en tant que témoin dans certaines affaires pénales. La même année, il a été accusé d'abus de pouvoir et de détournement de fonds. Saakashvili s'est retrouvé aux États-Unis et ses amis à Washington lui ont rapidement trouvé une nouvelle mission. Mikhail a soutenu activement le Maïdan et a très vite été récompensé par un poste élevé dans le nouveau gouvernement ukrainien. Tout d'abord comme conseiller du président, puis comme gouverneur d'Odessa. La veille de sa prise de fonction, il a renoncé à sa citoyenneté géorgienne et est devenu citoyen ukrainien. Je resterai toujours un fier citoyen de ma fière patrie. Fier citoyen de ma fière patrie. Comme on dit, la bataille vaut le sang, au sens propre comme au sens figuré. Je connais la valeur réelle des réformes de M. Saakashvili, ainsi que je sais que son rôle et sa présence en Ukraine fait partie du projet, que certaines forces doivent effectuer en Ukraine. Georges Piat, l'ambassadeur américain en Ukraine, avait rendu visite à Saakashvili un mois seulement après sa prise de fonction à Odessa. Tant que l'administration d'Odessa obtiendra des résultats, vous verrez un flux constant de visiteurs de Washington venir ici. La réunion a été productive et Geoffrey a été généreux. Peu importe à quel point Saakashvili a fait son travail, il semble qu'il n'ait pas à s'inquiéter de ses finances. Sur sa page Facebook, il a posté un document officiel montrant que le nouveau gouverneur d'Odessa reçoit un salaire de près de 200 000 $ par an. À titre de comparaison, le gouverneur du Maine reçoit 70 000 $ par an. Donc si Odessa devenait un État américain, il serait en haut de la liste. M. Saakashvili devait bien se sentir dans sa nouvelle maison, puisqu'il est un ancien de la révolution orange de Viktor Yushchenko, qui est le parrain de son fils. L'ex-président de la Géorgie, Mikhail Saakashvili, a été nommé gouverneur d'Odessa. C'est littéralement un crachat, une insulte au peuple d'Odessa, à tout le peuple ukrainien. Il n'a même pas reçu un visa de travail américain dans les universités où ils ont essayé de le faire travailler. Ils ne lui ont même pas donné un poste permanent. Mais il peut être le gouverneur de Odessa, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas un Ukrainien professionnel capable de faire ce travail?
Une guerre, une fois lancée, ne choisit pas ses victimes. Nous apprenons à l'instant que Malaysia Airlines a perdu le contact avec l'un de ses avions. L'avion a en effet été abattu par un missile alors qu'il survolait l'Ukraine près de la frontière russe. Les 298 personnes qui étaient à bord sont mortes. Aucun survivant n'a été retrouvé. C'était un meurtre, un crime. Il y a eu des choses bizarres dans l'enquête. De la nonchalance à propos de la recherche des réponses. Il y a eu un rapport très limité 2 mois après l'événement. Il a été dit que le prochain rapport serait pour l'anniversaire de l'événement. Si vous avez affaire à une enquête criminelle, vous devez travailler pendant que les traces sont encore chaudes. Pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de pression de la part des médias et des gouvernements occidentaux pour répondre à ces questions? Même sans réponse, les doigts se sont pointés immédiatement. Ce n'est pas un accident. Cela se produit grâce au soutien de la Russie. Les preuves indiquent que l'avion a été abattu par un missile lancé depuis le territoire contrôlé par les séparatistes soutenus par la Russie en Ukraine. Sans aucun doute, le pays dans lequel cela s'est produit est responsable de cette horrible tragédie. Le Boeing malaisien n'était pas le premier avion à jouer un rôle important dans les relations russo-américaines. Le 1er septembre 1983, le vol 007 New York-Séoul de la Korean Airlines a été abattu par un avion intercepteur soviétique au-dessus du territoire de l'URSS dans la mer du Japon. Il n'y a absolument aucune justification légale ou morale pour ce que les soviétiques ont fait. La tragédie du Boeing coréen était considérée comme une excuse parfaite pour démontrer la puissance militaire de l'OTAN, dangereusement à proximité des frontières de l'URSS. Le 2 novembre 1983, l'OTAN a lancé des exercices massifs portant sur le scénario de réponse à une escalade provoquant une guerre nucléaire, suivie du placement d'un missile balistique Pershing II en Europe. Ce que Reagan a fait pouvait provoquer une réaction paranoïaque et excessive du côté des soviétiques. Un rapport des services de renseignement américains récemment déclassifié montre que pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, le monde a frôlé la guerre nucléaire. Comme en 1983, le crash de l'avion malaisien a été utilisé pour désigner un ennemi. Une nouvelle vague de sanctions s'est abattue sur la Russie immédiatement après cette tragédie. Les États-Unis déclarent de nouvelles sanctions contre l'économie russe. Presque 1 an et 3 mois plus tard, le Conseil de sécurité néerlandais publie le rapport. Mesdames et messieurs, le crash du MH17 a été causé par l'explosion d'un missile 9H314M lancé par un système de missiles de défense aérienne qui a explosé à l'extérieur du cockpit de l'avion. Le rapport n'accuse aucun groupe ou personne en particulier. Il estime qu'une zone très large de 300 km² est la zone où le missile a été tiré. Au même moment, la société russe de fabrication des systèmes de missiles, Almazantai, mène sa propre enquête indépendante. Les résultats de notre expertise réfutent complètement les conclusions de la commission néerlandaise concernant le type de missile et le lieu de lancement. Au cours de l'expérience, ils ont fait exploser le cockpit d'un avion de ligne avec un missile et sont arrivés à la conclusion que l'avion malaisien avait été abattu par un vieux missile 9M38MA, qui n'est plus utilisé par la Russie mais l'est toujours par l'Ukraine. La société affirme que le missile a été lancé depuis le territoire contrôlé par l'armée ukrainienne. On aurait pu s'attendre à ce que ces résultats controversés suscitent un regain d'intérêt pour cet incident. Mais la tragédie du Boeing malaisien MH17 avait déjà rempli son rôle géopolitique et a donc été vite oubliée, l'objectif ayant été atteint. Après la 3e vague de sanctions contre la Russie, la tension entre les deux pays est montée en flèche. La question maintenant est de savoir si nous assistons vraiment à la deuxième guerre froide, et si oui, quelles sont les chances d'y survivre pour le moment? En 1947, le Bulletin des scientifiques atomiques a lancé le projet de l'horloge de l'apocalypse. Il représente un compte à rebours vers l'anéantissement nucléaire mondial.
En 1953, au plus fort de la guerre froide, il était presque minuit, alors que les superpuissances créaient des arsenaux nucléaires massifs. C'est l'histoire de l'expansion constante des programmes nucléaires. Alors que le monde commençait à prendre conscience du danger insensé de la guerre nucléaire et à prendre des mesures pour contrôler la course aux armements, la situation s'est sans cesse améliorée. En 1991, l'horloge n'a jamais été aussi loin, à 17 minutes de minuit. Cette période d'espoir a été de courte durée, car le monde devenait de plus en plus instable. En 2015, le bulletin des scientifiques atomiques a déplacé l'horloge à 3 minutes avant minuit. Aujourd'hui, les changements climatiques incertains, la modernisation des armes nucléaires et les énormes arsenaux constituent des menaces extraordinaires et indéniables pour l'existence de l'humanité. Les États-Unis et la Russie ont lancé des programmes massifs de modernisation des armes nucléaires qui violent les accords existants sur la réduction du potentiel nucléaire. Il ne reste plus que 3 minutes avant minuit, car les dirigeants internationaux ne remplissent pas leur devoir le plus important, à savoir garantir et préserver la santé et la vitalité de la civilisation humaine. Le patriotisme, c'est soutenir votre pays tout le temps et votre gouvernement quand il le mérite. Le rôle d'un journaliste américain, à mon avis, est d'informer le peuple américain du mieux qu'il le peut, avec ce qu'il a pu découvrir, et de ne pas avoir peur des attaques qui en découlent. La grande majorité de ceux qui ont participé à Maïdan étaient des manifestants pacifiques. Si vous avez eu de la chance de voir les photos, beaucoup d'entre nous ont participé. J'étais là. Il y avait des mères, des grands-mères, des vétérans. Toutefois, avant de poursuivre, j'aimerais vous demander si des groupes néo-nazis étaient impliqués. Il y avait, comme je l'ai dit, presque toutes les couleurs de l'Ukraine y étaient représentées, y compris les plus belles d'entre elles, y compris des couleurs LED. Donc la réponse est oui. Et c'est le rôle patriotique d'un journaliste dans une démocratie, je pense, et de donner au public autant d'informations que possible, afin qu'il puisse jouer son rôle de citoyen responsable et ainsi contrôler le gouvernement, ou au moins être conscient de ce qui se passe. Nous pensons sincèrement qu'il n'y a qu'un seul moyen de se protéger de ce jeu de manipulation, le discernement. La connaissance, c'est le pouvoir. Il faut avoir la capacité de reconnaître les signaux d'alarme afin d'éviter à votre pays d'être entraîné dans ce chaos. Cela concerne chacun d'entre nous, car la guerre aujourd'hui ne vient pas seulement avec des chars et des bombes, mais aussi avec des médias de masse manipulateurs. Le journalisme qui ment, qui cache et déforme les faits, et qui se concentre davantage sur la création d'informations plutôt que de les rapporter. Je veux croire finalement qu'il y aura la paix en Ukraine, qu'il y aura la loi et l'ordre en Ukraine, qu'il y aura une vraie démocratie en Ukraine. Et j'espère un bon dénouement pour l'Ukraine. Je prie pour que le peuple ukrainien se réunisse, pour que toute la haine qui existe maintenant disparaisse. Et je prie pour que la paix revienne en Ukraine. Nous comprenons que le monde a changé. Vous ne pouvez pas rester figé dans un état de guerre froide. Vous devez vous tourner vers l'avenir. À plusieurs reprises dans notre film, nous avons montré la spirale de l'histoire. Si nous répétons souvent nos erreurs, elles nous donnent aussi toujours une autre chance et de l'espoir.
щедрий.